cet effet de mode n'est pas qu'effet de mode, mais il y a quelque chose de bénéfique. La circulation de l'information va plus vite et atteint un plus large public. Donc, si je dois comparer, par exemple, moi qui suis un praticien de la presse écrite, ce que nous faisions il y a 5, 10 ans, même une année ou 6 mois, c'est que nous devions collecter des informations pendant toute une journée, nous mettre derrière la machine, commencer à pianoter, vous faites la mise en page, vous avez du calque avec ces journaux que vous avez produits et vous envoyez tous ces matériaux-là à l'imprimerie. Et vous attendez l'apparition le matin. Donc vous avez un travail de plus ou moins 24 heures pour avoir l'édition le lendemain matin. Avec la presse en ligne aujourd'hui, aussitôt que j'ai des infos, mon public est informé. Donc on va plus vite. C'est normal, donc il y a cette contrainte, la vitesse et le volume du public que tu atteins. Moi par exemple, à l'époque où comment nous était produit, nous étions à 500 exemplaires. C'est ridicule de dire 500 exemplaires. Ailleurs, les gens en riraient, mais au Congo, à Kinshasa, c'est déjà un bon coup, un bon chiffre d'avoir 500 exemplaires détirés. Alors là, 500 exemplaires, ça me prend 24 heures. Mais au jour d'aujourd'hui, un petit papier en ligne, juste un lead en ligne, et au bout de quelques heures, tu as 24 000 vues. Tu te rends compte un peu. Donc ça signifie que la presse est obligée de se réadapter. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Si j'ai un journaliste au jour d'aujourd'hui que j'ai envoyé à Kingasani, j'attends pas qu'il m'amène les papiers à la rédaction. Dès Kingasani, il fait le papier, les papiers mis en ligne. En fait, la presse écrite au jour d'aujourd'hui, telle qu'elle fonctionne en ligne, elle se met au niveau d'une concurrence avec la radio et la télé. Peut-être la télé moins encore, la télé n'a jamais eu autant de réactivité, mais la radio a toujours été très réactive, elle va très vite. Au jour d'aujourd'hui, quand tu fais de la presse en ligne, et que tu te considères comme presse papier, comme nous le faisons à l'époque, tu ne le fais pas façon presse papier de l'époque. Tu as une info à midi, 1 minute, l'info doit être en ligne. Donc ça change tout. Et je crois que même dans les écoles de journalisme, il y a bien des théories qui devront être réadaptées, quoi. Nous sommes là maintenant dans les fast-food. Donc il faut te servir très vite. Servir très vite à manger. La version que nous faisions de longs papiers, elle ne passe pas vraiment en ligne. Les gens n'ont pas le temps. C'est pratiquement des brèves. Vous avez juste l'info, vous donnez l'info. Mais j'ai dit, il va rester la grande presse, qui même en ligne va fonctionner en tant que grande presse, de grands papiers de fond, de grands papiers d'analyse. Ça, je ne pense pas que ça va changer. Parce que vous faites vraiment maintenant de l'info en continu. À l'époque, on s'asseyait, on prenait le temps. Ça, vous faites de l'info en continu, comme une chaîne de télévision, comme une station de radio. Donc, il faut aller très vite. Ces 5 lignes, les gens ont l'info. C'est vrai, il va falloir peut-être revenir plus tard. Comme nous restons tout de même presse écrite, même si nous sommes en ligne, les gens ont besoin de plus d'explications. Vous pouvez revenir plus tard pour approfondir. Mais le format change au départ. Parce que la concurrence, au jour d'aujourd'hui, avant, nous étions presque à la traîne des radios, presque à la traîne des télévisions. Donc ça signifie que je ne suis pas aussi pressé qu'une station de radio, qui a des éditions chaque heure. Non, moi je prenais mon temps. Et je suivais même cette radio pour être informé. Parce qu'elle est restée tout de même, elle reste au jour d'aujourd'hui une source d'information. C'est vrai qu'elle reste encore une source d'information, mais au jour d'aujourd'hui, quand tu es en ligne, tu es en concurrence avec cette radio-là. Parce que celui qui vient en ligne ne regarde pas à une radio ou à ce qui est écrit. Il veut avoir l'information. Et il faut la donner le premier, à cette contrainte-là. En fait, ce qui intéresse au jour d'aujourd'hui, c'est d'avoir l'info et de la donner le plus tôt. Et en 5 lignes. Mais c'est vrai qu'au-delà de cette réactivité, c'est que les gens veulent comprendre des situations. Donc il ne faut pas que la presse écrite oublie sa mission, celle qui est d'expliquer. Cette mission-là lui reviendra toujours. Là où la radio annonce et que la télé montre, il lui incombera toujours la mission d'expliquer. C'est alors que les grands médias de demain, ce seront les médias en ligne bien sûr, ceux qui auront une forte capacité de réactivité, mais par la suite, de garder la tradition de la presse écrite. Enquête, papier de fond, ça, ceux qui seront capables de le faire seront le plus grand demain. Les gens n'ont pas le moyen pour acheter des journaux originaux.
C'est pour cela qu'ils préfèrent acheter des journaux qui sont photocopiés. L'original, ça coûte cher. Le même titre, la consomme. J'achète la photocopie du titre à 100 francs congolais. Et le contenu est le même. Je ne vois pas un parent acheter 2 journaux à 2000 francs congolais pendant qu'il n'a rien laissé à la maison. Je ne crois pas. Les médias traditionnels à RDC, je remarque qu'ils n'ont pas pu s'adapter. D'ailleurs, ils ont pris beaucoup de temps pour comprendre cette révolution. Puis ensuite, quand ils s'y sont mis, et ils ne l'ont pas fait avec beaucoup, comment je dirais, de professionnalisme. C'est qu'ils sont restés dans le même registre. Comment ça, j'ai dit dans le même registre? C'est que tu prends un média ici, un média imprimé quelconque. Ça voudrait dire qu'il n'est mis en ligne que quand il termine son contenu, d'élaborer son contenu rédactionnel. Je prends un média X, je ne vais pas citer le média de la place, X, il fait le même travail comme par le passé, collecte avec des journalistes qui se déplacent sur le terrain, ou par le téléphone, tout ça, ou par téléphone, et c'est quand il termine l'élaboration du contenu rédactionnel pour aller à l'imprimerie qu'ils mettent en ligne. Ils ne sont pas très réactifs. Donc ça signifie qu'en réalité, les gens ne vont pas vers eux souvent. Parce qu'en fait, quand eux, ils mettent leur contenu rédactionnel en ligne, c'est des informations qui ont été diffusées depuis le matin. Ils ne sont pas réactifs, c'est ça le problème. Ils sont restés un peu, je dirais, figés dans le même modus operandi. Et ça prend beaucoup de temps. Pourtant, médias en ligne suppose instantanéité. Instantanéité. Sinon, tu es battu par les autres, par la concurrence. Je dirais fort que le journalisme print disparaisse un jour. Nous sommes un peu nostalgiques, c'est toujours très bien. Nous étions habitués à avoir le journal papier en main, tu l'ouvres, tu les lis. On a du mal à changer des habitudes parfois, on s'y accroche encore. Mais je crains fort que la grande évasion Internet finisse par faire disparaître le journal print un jour. Parce que vous savez, vous avez l'information où vous êtes, sur votre téléphone. Ben, à un moment donné, les gens n'auront plus besoin d'aller au kiosque d'à côté pour chercher le journal. S'il se réveille le matin, il a toutes les infos sur son téléphone. Alors, inévitablement, un jour, le journalisme print disparaîtra. Inévitablement. Cette réactivité dont nous parlons depuis le début fait qu'on va très vite et qu'on a très peu de temps de traitement. Ça perd en qualité. C'est ce qui est peut-être regrettable. Non seulement que ça perd en qualité, il y a un côté, comment je dirais, un côté que j'aime pas beaucoup chez Internet, c'est que c'est cette possibilité qu'il a offert, même aux profanes, de se faire journaliste. C'est cela le grand problème. Et là, ça perd davantage en qualité. Donc, il faut y aller sur Internet, mais si vous voulez conserver la qualité, vous, en tant que lecteur, allez-y sur des sites spécialisés, des sites professionnels. Parce que pour le reste, vous avez des gens qui, un matin, se réveillent et puis, ils pensent que lui aussi peut collecter, traiter et diffuser de l'information et il commence à le faire. Et là, c'est très grave. C'est même un côté, je partage ce point de vue avec le professeur Jean-Chrétien Cambo, pour qui j'ai beaucoup de considération sur le plan scientifique, qui disait qu'il y a comme une sorte de déprofessionnalisation chez Internet. Il a beaucoup critiqué cet aspect, je partage ce point de vue-là. La hiérarchisation s'effectue comment? C'est quand vous accumulez des informations et que vous avez un temps pour écrire et aller à l'imprimerie. Vous avez cette masse d'informations et vous commencez à décider. Vous dites non, ça c'est la une, c'est la manchette. Non, ça va à tel endroit. Ça c'est au bas de la page de couverture. Non, cette info c'est à notre page 2 parce que c'est la page la plus importante. Non, ça c'est à la page 16 pour de telles raisons. Vous n'avez plus le temps d'y rechercher les informations parce que vous les recevez minute après minute et aussitôt reçu, aussitôt diffusé. Aussitôt, la hiérarchisation devient difficile. Devient difficile. Parce qu'il y a la contrainte d'être là, à l'instant. Donc, vous n'attendez pas la prochaine information pour savoir si celle qui vous avez en main mérite d'être placée en une ou ailleurs. Vous jugez de cette importance là, en ce moment-là même. Pourtant, à l'époque où nous travaillons, vous avez une masse d'informations. En tout cas, dans la presse écrite, une masse d'informations, des papiers d'ailleurs déjà rédigés. Et vous dites, ça
ça mérite de faire la une. Peut-être vous avez déjà la une depuis le matin, hein? Vous avez la une depuis le matin. Vous avez le matin un gros événement, vous dites, ça sera notre une. Et c'est déjà bouclé pour ça. À la limite, vous avez un scoop, vous dites, c'est notre une. Demain, nous avons notre scoop. Or, au jour d'aujourd'hui, quand tu as un scoop, tu n'attends pas. Parce que les 10 minutes qui suivent, le même scoop est diffusé sur un autre média. Donc on va très vite, la hiérarchisation, en tout cas, est mise à mal. Sérieusement mise à mal. Je n'ai pas à m'inquiéter, qu'est-ce que vous voulez, c'est une évolution, il faut s'adapter. Vous allez vous plaindre, mais l'évolution est là, elle est technologique, ou vous adaptez ou vous disparaissez, quoi. Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais bien aimé rester dans le confort de mon journal que j'ouvrais, que j'ai lisé avec beaucoup de volupté. Ben, maintenant, il faut aller vite. C'est sur mon téléphone, il faut aller vite. Bah, écoute, il faut s'adapter. Moi-même, je suis un peu l'homme de Cro-Magnon. J'ai du mal à m'adapter aux réseaux sociaux. Je suis presque pas présent. Ben, mais il faut bien s'y faire. C'est très, très compliqué. C'est cela même, le fourre-tout. C'est que je redoute le plus. C'est qu'en fait, il y entre qui veut, quoi. C'est ça le grand problème. N'importe qui devient journaliste en ligne, quoi. Ça devient très, très, très compliqué. Regardez déjà combien le monde, la communauté internationale a du mal à gérer les contenus Internet, avec le grand comme Facebook, pour leur demander de temps en temps de voir et par exemple de retirer des contenus à caractère terroriste, c'est déjà difficile. Ça demande de gros moyens. Ben, s'il faut descendre jusqu'à ces niveaux-là pour chercher à mettre en place un contrôle tamisé, c'est quasiment impossible. Tu sais, Internet, c'est quoi? C'est dans ta propre chambre, sous un pseudo. Personne ne va aller chercher un statut quelconque de journaliste. C'est une part de temps, tu es chez toi. Si tu fais ton buzz, que tu as, je ne sais pas combien de followers, 10 000, 10 millions, qu'est-ce que tu en as à foutre? Parce que tu peux t'installer n'importe où pour diffuser. Ça devient très, très compliqué. Peut-être qu'il faudra que des spécialistes s'y mettent. Écoute, moi, je ne suis qu'un praticien, mais cet aspect demande une certaine expertise entre praticiens et ceux qui sont spécialisés dans le domaine de la législation pour voir si c'est possible. Mais je peux te dire qu'a priori, je ne vois pas comment on peut légiférer là-dessus. Ce n'est pas pour le confort d'un média étranger que nous devons sacrifier la sécurité de notre pays. C'est pourquoi, même si j'avais été appelé à signer comme citoyen la pétition de GED, je ne l'aurais pas signée. Parce que je sais, de par les informations qui sont à ma disposition, que la préposée de RFI qui a maille à partir avec nous met en danger la sécurité de notre pays parce que elle démoralise notre armée, elle oppose notre armée à la population, elle oppose les différents groupes ethniques qui vivent dans le Kivu. Vous allez réguler ces médias-là comment? Je suis ici, moi j'ai un site qui en fait est hébergé en Iran. Ben écoute, à la limite, si je suis pas à Kin, je suis au Maroc, je mets du contenu sur ce site-là. Comment réguler? C'est très compliqué. Mon hébergeur, lui, n'a rien à voir avec mon contenu. Son problème à lui, c'est que je le paye à la fin du mois. Les contenus, c'est peut-être ici, sur place. Le gouvernement congolais peut dire, mais ces contenus-là, nous n'en voulons pas. Mais qu'est-ce que mon hébergeur a à voir avec ce contenu? Tu comprends un peu? Alors, vous allez réguler quoi? À partir d'où? Parce que où que je sois, je peux diffuser. Mon hébergeur a un autre regard sur ces contenus-là. Si vous, ici, ces contenus vous choquent, et que lui, dans sa culture, il trouve que c'est un contenu normal, vous régulez comment? C'est cela le plus grand problème. Je vois qu'il y a maintenant une certaine régulation, il y a moyen de remonter jusqu'à YouTube, de se plaindre ici ou là-bas, mais ça prend du temps. Mais de toutes les façons, on peut être hébergé ici, on est fermé là, et là, normalement, on bascule sur une autre fréquence, si je peux le dire ainsi, entre guillemets, quoi. Difficile, là. La régulation sera toujours difficile, très très difficile. Peut-être ailleurs, si vous pouvez contrôler, comment on les appelle, les noms m'échappent, hein, et les grands groupes Facebook et tous les autres. Mais ici, quelle emprise nous avons? Quelle emprise nous avons sur ce grand groupe-là? Aucun. C'est très compliqué d'organiser une régulation à partir d'ici. Très très compliqué. Bon, les médias vont continuer à évoluer, ça c'est sûr. En ce qui concerne l'instantanéité, il faut aller plus vite. Nous nous attendons à de nouvelles évolutions technologiques dans les mois, les années qui arrivent. Mais je ne peux pas, à ce stade ici, préjuger de ce que nous pouvons attendre des médias. C'est des évolutions qui me dépassent moi,
parce qu'elles ne sont pas liées forcément au développement des médias eux-mêmes, mais aux moyens technologiques utilisés. Donc les moyens feront que les médias vont chaque fois chercher à se réadapter. Le plus fort sera celui qui sera capable chaque fois d'anticiper et d'être à jour au moment M. C'est un peu ça. Mais je ne peux pas la préjuger, dire que ça va aller dans ce sens. Surtout que moi, je n'ai pas la maîtrise des évolutions technologiques. Nous les subissons presque, ces évolutions technologiques. Même dans les pays où elles sont produites, ces évolutions, les grands nombres les découvrent. Vous n'êtes pas là au début du processus, jusqu'à l'accouchement. Nous les subissons, elles nous surprennent et nous essayons de nous adapter. Mais on va aller très très vite, il faut une grande capacité d'anticipation. C'est là que je dis, le bon côté de ces presses en ligne, c'est que ça nous a aidés, nous, les médias pauvres, les médias des pays pauvres. Donc en fait, nous étions encore dans le processus de développement industriel de la presse écrite, pour devenir la grande presse, avec de grosses machines. Parce qu'ici, chez nous, c'est des petites machines qu'on appelle des machines à cordes, c'est des tirages à 500 exemplaires. Au moins, Internet nous a permis de passer à nos faibles tirages et à un grand public, avec moins de moyens. Et sur le plan technologique, quand j'ai dit moins de moyens, et sur le plan technologique, et sur le plan financier, et sur le plan humain. C'est quand même bénéfique pour le média pauvre que nous sommes. Non, je crois qu'assainir le débat démocratique était d'abord un problème d'ordre culturel. Ce n'est pas d'abord un problème des médias. Les médias n'importent que les discours qui est véhiculé dans la société. Ils ne font pas autre chose. C'est vrai que les médias peuvent aussi, dans une certaine mesure, ajouter un plus ou retrancher un moins. Mais en fait, c'est un problème d'ordre culturel. C'est cela le problème. C'est un problème qui implique les acteurs à tous les niveaux, des acteurs étatiques et des acteurs privés à tous les niveaux, société civile et tout le reste. C'est cela le problème. Alors si, à ces niveaux-là, il n'y a pas un vrai débat qui existe, regardez par exemple chez nous, il n'y a pas de débat réel sur le problème de notre société, ça n'existait pas. On ne verrait pas des hommes politiques venir avec par exemple des projets programmatiques et les présenter et débattre entre eux. Ici, c'est des attaques, du matin au soir. C'est cela un peu le problème. Et alors vous voulez que là maintenant, que la presse crée un contenu. La presse va le créer à partir d'où ? À partir de quoi? C'est cela tout le grand problème. Il y a un problème des sociétés. C'est la société elle-même qui doit amener un débat. Quoique la presse a aussi un rôle à jouer, parce que la presse peut apporter un plus. Mais vous n'allez pas demander aux gens qui ne veulent pas débattre de projets programmatiques, vous n'allez pas leur imposer ces débats-là, ils ne viendront pas. C'est ça ce qui est dramatique. Donc il y a une part dans cette question que tu me poses de la presse, que je juge minime, mais une trop grosse part de la société elle-même en tant que vivier d'une certaine culture, en tant que foyer d'une certaine culture. Cette culture est produite par les discours officiels. Les officiels ont une grande responsabilité sur cette question-là. Les officiels ont une très grande responsabilité sur la production de ces discours-là. Il n'existe pas de médias ici, laisse-moi te le dire, je suis très désolé. Il n'y a pas de presse en République démocratique du Congo. Je suis peut-être dur, mais je vais te le dire. Il n'y a pas de presse. Si tu ne t'en tiens qu'à la presse en République démocratique du Congo, tu es l'homme le plus sous-informé du monde. Tu n'apprends rien. C'est une presse d'accompagnement, une presse qui fait ce que moi j'appelle du journalisme compte rendu. Le ministre a reçu tel... c'est protocolaire, tu n'as pas la vraie vie du Congo et des Congolais. Tu ne l'as pas. C'est dommage. C'est dommage, moi je suis professionnel, je sais ce qu'est une information. Une information, ce n'est pas un appel d'un ministre pour venir couvrir un rendez-vous protocolaire avec un ambassadeur. Non. Une information, c'est ce qui se passe à Massina, en ce moment où nous sommes ici. C'est la qualité de la vie à Selembao, là où les gens vivent dans le ravin. C'est ce qui est caché dans une rencontre, pas ce qui est dit. C'est ça l'info. C'est le plus important. Mais personne ne le fait ici. Je comprends, c'est une presse pauvre. Mais il y a une chose, être pauvre, et une autre, de comprendre sa pauvreté et de chercher à en sortir. Quand on commence à se complaire dans sa pauvreté, ça devient grave. C'est cela le problème. Quand on commence à penser que ce qu'on fait, c'est ce qui doit être fait, et on le fait avec fierté, en contrepartie de 50 ou 100 $, c'est là ce qui est grave. Je pleure sur notre presse. Je pleure infiniment. Je pleure. Tu te réveilles un matin, tu es informé, tu t'attends. Moi, je regarde, je dis, bon, ils vont sûrement donner cette info parce que moi, je l'ai.
Et par moments, ils l'ont. Mais pour certaines, à cause de certaines contraintes, autocensure, ainsi de suite, ils ne livrent pas l'info. C'est cela le problème. C'est très, très dramatique. Les Congolais sont sous-informés. Désinformation, déjà, c'est grave ici. Mais sous-informés. La presse ne parle pas des problèmes des Congolais. Tu te réveilles un matin, il y a eu des tueries de Béni. Tu prends les journaux de Kinshasa, à la une, aucun n'en parle. Aucun. Aucun. Mais un autre sujet, trivial, banal, vulgaire, tu les vois dans 3, 4, 5 journaux. Et les drames, c'est quoi? C'est le même article. Donc tu comprends que cet article vient d'une officine qui a payé. Et ils ne prennent pas le temps de changer un seul iota. Non, c'est le même papier, mais avec des signatures différentes. Donc les rédactions assument des articles écrits, rédigés dans des officines. C'est dommage pour la presse congolaise. Mais qu'est-ce que tu veux, puisque nous n'avons que cette presse-là? On se contente d'elle, hein? Qu'est-ce que tu veux? On n'a pas mieux, hein? On n'a pas le choix, mais c'est dommage. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs, la société elle-même n'arrive pas à produire les bons discours, les bons débats sur la question que tu m'as posée. Parce que pour le produire, il faut avoir suffisamment... C'est là le rôle de la presse, suffisamment d'informations à donner au public pour que le public finalement comprenne les vrais débats. Suffisamment d'informations à donner aux acteurs pour que les acteurs élèvent les débats à un niveau donné. Mais nous-mêmes, nous sommes très complaisants. En fait, nous sommes comme tous les segments de la société congolaise. Minés, rongés par la misère. Mais la misère, il faut la vaincre. Pour la vaincre, il faut des sacrifices. Un processus, tu acceptes de payer un prix. Mais nous sommes pris, un peu piégés, par les cercles vicieux. Il existe ce qu'on appelle le cercle vicieux de la pauvreté. Les drames, ce qui est compliqué, ce qui est, comment je dis, les mots m'échappent, difficile à surmonter avec le cercle vicieux de la pauvreté, c'est que la pauvreté t'empêche de sortir d'elle. Parce que tu es pauvre, tu n'as plus le temps de réfléchir sur de grandes choses, sur de grands projets. Ce qui te préoccupe, c'est qu'est-ce que je vais manger? Mais au bout de 6 mois, tu remarqueras que tu t'enfonces davantage. Alors, il faut à un moment donné dire, ok, si je ne trouverai pas à manger pendant 3 jours, mais au 4e jour, il faut que je m'élève à un niveau. Il faut que je mette en place un projet qui me permette de manger pour les 6 mois à venir. Et donc il faut sortir du cercle vicieux de la pauvreté. C'est à moi de te remercier.